À qui profite le crime de l'assassinat de la dame, à qui nous profitons pour adresser nos condoléances à la famille et puis à l'État français. En réalité, ça ne peut que profiter à ceux qui en sont en difficulté sur le plan diplomatique et sur le plan militaire, à ceux qui estiment que aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en train d'être beaucoup plus protégé. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit à Nanga, par la communauté internationale. Donc, rien qu'en traitant ce premier aspect, on se rend compte que véritablement, ce crime profite beaucoup plus à l'FCM-M23 et à Paul Kagame. Monsieur Kagame estime qu'il n'a pas perdu encore. Tant qu'il lui reste effectivement un espace de survie politique, il veut progressivement amener les Européens, Madame Karine qui ont beaucoup, qui est française. On reviendra sur les réactions, effectivement. Et donc, il veut amener l'Union européenne à prendre position par rapport aux États-Unis et par rapport à Tshisekedi. Il y a une offensive de drones sur Goma. Oui, il y a on sait aujourd'hui que c'est une ville... Enfin, c'était imprenable. Mais bien sûr. Même au-delà même de cet aspect, je dirais c'était très risqué de tenter une telle opération. Tout à fait. Alors, qui l'a fait et pourquoi? Voilà, pour le moment, on n'a pas de... Voilà, c'est ça. Attendons les enquêtes et on verra effectivement comment la vérité va décliner d'un côté ou de l'autre. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour décrypter l'actualité politique en République démocratique du Congo en compagnie de nos chroniqueurs. Amon Mavinga, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Lucien. Bonsoir Carline. Bonsoir Guy Mafimba. Bonsoir Karine. Monsieur, la guerre des drones, j'ai envie de dire, s'intensifie à l'est de la RDC avec ces deux explosions qui ont retenti dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 dans la ville de Goma. Goma est la capitale de la province du Nord Kivu à l'est de la RDC. Selon la FCM-23, groupe armé soutenu par le Rwanda, il faut le dire, c'est l'AFC qui contrôle cette ville. Ces drones auraient visé un quartier résidentiel. Ils attribuent l'attaque à l'armée congolaise et donnent un bilan de 3 morts évoquent plusieurs blessés. Parmi ces morts, une humanitaire française de l'UNICEF. Guy Mafimba, avec ses frappes à Goma, peut-on officiellement dire que la guerre des drones, je vais y arriver, prend un autre tournant? Bon, il faut dire déjà que les drones font partie aujourd'hui des modes opératoires des guerres et des conflits hybrides. Et aujourd'hui, c'est d'un côté le Rwanda, parce que pour moi, l'AFC M23, il faut parler du Rwanda, et de l'autre côté, la République démocratique du Congo qui est agressée. Alors, c'est un élément nouveau dans ce conflit que je souhaite aborder sous 3 aspects. Le premier aspect, par rapport à ce qui s'est passé dans la nuit d'hier, c'est ça, hein, dans la nuit mardi, mardi, voilà, à qui profite le crime? Moi, la question que je me pose, c'est ça. À qui profite le crime? Deuxième aspect que je vais aborder, c'est les zones d'ombre de la scène du crime. Je me mets un peu à la peau d'un enquêteur. Les zones d'ombre de la scène du crime. Et le troisième, je veux parler plutôt des contours de ce dernier événement. Les contours autant T sur le plan diplomatique, sur le plan militaire. Bon, je vais aller vite fait et puis je rentrerai dans les détails quand je prendrai la parole. D'abord, à qui profite le crime? Et je voudrais convoquer l'histoire. Vous savez, le 19 mai 1978, peut-être que tu n'étais pas encore né, hein, la Légion étrangère française saute à Kolwezi pour faire échec à une sécession d'un département, d'une région, la région du Katanga, sous Mobutu. Okay. Et qu'est-ce qui s'était passé? Ça s'appelait Chaba. Et qu'est-ce qui s'était passé en réalité? Le président, le maréchal Mobutu, passez-moi le terme, a fait exécuter des ressortissants français qui travaillaient pour les mines afin de pousser Valéry Giscard d'Estaing d'intervenir parce que l'armée de la RDC était en difficulté. 78. Et effectivement, Valéry Giscard d'Estaing, voyant ses compatriotes exécutés, à l'époque, c'était pas, on a su un peu plus tard,
a fait intervenir la Légion étrangère et on a repoussé cette fameuse tentative de sécession du Katanga. Je prends un deuxième exemple. L'assassinat de Juvenal à Biarimana. Vous savez pertinemment que il y a Charles Onana qui a fait un travail excellent là-dessus pour montrer véritablement ce qui s'est passé. Mais moi, ce qui m'a retenu mon attention, c'est le témoignage du général Kayumba. Le général Kayumba, ex-chef d'état-major de Paul Kagame, qui, lors de son passage à RFI, et ça a été repris le 18 octobre 2016 dans le journal Jeune Afrique, qui, pour lui, c'est Paul Kagame qui a fait exécuter, qui a tenté à la vie des deux chefs d'État qui étaient dans l'avion. Et c'est cela qui a conduit malheureusement à ces génocides. Et je terminerai par un troisième exemple, l'assassinat tout récemment de Magloire Paluku. Jusqu'aujourd'hui, c'est un cadre de l'AFC M23. Et ce qui a précédé son assassinat, on a entendu fuiter un audio où il se plaignait des rapports entre les Tutsis, entre guillemets, originaires Tutsis de l'AFC M23 et les originaires de la RDC véritablement. Il a été assassiné jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu de rapport et autres. Et mieux, depuis son assassinat, depuis ce matin, on voit les populations qu'on est en train d'amener sur les rues pour manifester contre. Il n'y a jamais eu de rapport, il n'y a jamais eu une prise de position officielle comme on l'a vu avec l'assassinat de l'humanitaire, de Nanga et les autres. Et surtout, sur la scène du crime, on n'a jamais vu débarquer les autorités de l'AFC M23. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ce premier aspect? À qui profite le crime? Le premier exemple que j'ai pris, ça a profité à Mobutu. Le deuxième crime, l'assassinat de Habyarimana, a profité à Paul Kagame. Parce qu'il est arrivé dans cette espèce de victimisation après le génocide. Je ne suis pas en train de minimiser le génocide, entendons-nous bien. Et le troisième assassinat de Magloire Paluku a profité encore à Paul Kagame. Alors, je voudrais maintenant faire un parallèle. Je reviendrai sur les deux aspects un peu plus tard. À qui profite le crime de l'assassinat de la dame à qui nous profitons pour adresser nos condoléances à la famille et puis à l'État français? En réalité, ça ne peut que profiter à ceux qui en sont en difficulté sur le plan diplomatique et sur le plan militaire, à ceux qui estiment que aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en train d'être beaucoup plus protégé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit à Nanga, par la communauté internationale. Donc, rien qu'en traitant ce premier aspect, on se rend compte que véritablement, ce crime profite beaucoup plus à l'AFC M23 et à Paul Kagame. Je reviendrai sur les autres aspects, la scène du crime et les contours diplomatiques et militaires pour essayer de conforter la thèse qui est la mienne. Parce que du côté de l'FCM23, vraiment, on pointe du doigt le camp présidentiel, le gouvernement qui a réaffirmé son attachement au respect du droit international humanitaire, notamment en ce qui concerne la protection des populations civiles, du personnel humanitaire. Et ils vont plus loin en disant qu'il ne saurait donc entreprendre une action qui contrarie les valeurs qu'il a toujours défendues. Donc on se dédouane un peu de cette offensive. Lucien. Écoutez, vous vous souvenez qu'ici, j'ai toujours dit que quelque part, M. Kagame, en fait, gagnait du temps. Même si, effectivement, diplomatiquement, il a plus ou moins perdu, il gagne du temps. Et il fait du langage, ce que Orson Welles appelait un outil performatif de la politique. Il a commencé à se plaindre devant le corps diplomatique, en disant, vous voyez très bien, je suis le pauvre malheureux, tout le monde est contre moi, Tshisekedi ne veut pas faire d'accord, ne veut pas signer d'accord, etc. Et puis, patatras, il y a eu effectivement cette affaire du mardi 11 à 4 h du matin. À qui profite le crime? Qui est à l'origine du crime?
Je crois que les choses doivent être relativement claires. Alors, on nous dit que les Américains ont un système satellitaire relativement performant, donc on attend de ce côté-là qu'ils apportent des éléments de réponse. En attendant que la technique ou la technologie parle, il y a une réalité. Quelle est cette réalité? C'est que M. Kagame estime qu'il n'a pas perdu encore. Tant qu'il lui reste effectivement un espace de survie politique, il veut progressivement amener les Européens, Madame Karine qui ont Lucette, beaucoup, oui, qui est française. On reviendra sur les réactions, okay. effectivement. Ouais. Et donc, il veut amener l'Union européenne à prendre position par rapport aux États-Unis et par rapport à Tshisekedi. Oui. Ça, c'est un élément important. Deuxième élément important, il faut quand même que l'on dise une chose. On a l'impression que cette guerre-là, que la RDC a du mal à la gagner à Goma. Bon, bien sûr, les rebelles sont à l'intérieur de la ville. Et que la RDC, effectivement, et leurs milices supplétives, les Ouazalembo, sont autour. Qu'est-ce qui fait que, globalement, la RDC a du mal à gagner cette guerre? Alors, tout à l'heure, Magloire a mis l'accent sur la guerre moderne, c'est-à-dire avec les drones, avec justement, et c'est là que c'est qui est assez intéressant, c'est que pour la première fois, vous allez peut-être dire le contraire, qu'il y a une offensive de drones sur Goma. Oui, il y a eu. On sait aujourd'hui que c'est une ville assez imprenable. Mais bien sûr. Même au-delà même de cet aspect, je dirais, c'était très risqué de tenter une telle opération. Tout à fait. Alors, qui l'a fait et pourquoi? Voilà, pour le moment, on n'a pas de... Voilà, c'est ça. Attendons les enquêtes et on verra effectivement comment la vérité va décliner d'un côté ou de l'autre. Bon. Oui, merci. J'ai suivi cette situation et donc j'adore déjà l'analyse de Guy Magloire Mafimba parce que moi aussi je me suis posé cette question. Quand c'est ce genre de crime, on se pose des questions, nous ne sommes pas des criminologues professionnels, mais nous savons comment faire des recherches en criminologie. Et cette question de savoir à qui profitent des crimes a toujours été une question essentielle pour identifier les enjeux. D'ores et déjà, je peux dire que nous souscrivons à tous ceux qui ont dit qu'il faut qu'il y ait des enquêtes au niveau international pour qu'il y ait des enquêtes pour nous éclairer, parce que nous sommes aujourd'hui avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. On peut vraiment nous éclairer et nous savons que nous aurons cet éclairage, mais nous devons réfléchir. Parce que nous pouvons anticiper sur l'éclairage que viennent nous donner les nouvelles technologies. On va partir le Alors maintenant, quand moi j'analyse, quand je réponds moi de ma manière à la question à qui profite le crime, je passe par des situations pour répondre à cette question. Je prends d'abord les discours de gens. Quels ont été les discours marquants cette semaine? Je parle du Rwanda d'abord. Parce que comme on l'a dit, quand nous parlons de drones, nous savions que tout ce qui est drone, brouillage de GPS, c'est une technologie qui vient du Rwanda. Donc c'est l'armée rwandaise qui utilise des drones du côté de l'armée congolaise a des drones aussi, depuis la fois de Kisangani, un peu bien le fait décoller. Oui. Bon, ils ont bombardé plusieurs fois même Kisangani, donc ils ont le moyen pour le faire. Alors maintenant, le problème, c'est quoi? Paul Kagame, il n'y a pas longtemps, devant le corps diplomatique, a dit ceci. On était en train de prendre des sanctions à sens unique. Donc, c'est-à-dire pour lui, il fallait sanctionner de part et d'autre. C'est-à-dire, si on est en train de le sanctionner, c'est que le côté de RDC, il y a aussi le RDC qui est aussi fautif, qui commet aussi des fautes ou des crimes. Moi, je pense que c'était déjà le premier élément. Il faut créer un scénario où on condamne et le Rwanda, l'AFC Rwanda, et on condamne aussi la RDC. Là, le RDC a gagné parce que c'était la vérité, et donc c'est le Rwanda qui a été condamné. Ça, c'est le premier élément qui montre qu'il faut maintenant créer une situation où on peut condamner aussi. Je peux monter une situation pour qu'on condamne aussi la RDC. C'est un procès d'intention que vous faites au Rwanda. C'est un procès d'intention que vous faites au Rwanda. Non, je fais une analyse. Peu importe ce que les gens veulent en passer, nous devons réfléchir. Un autre élément qui me demande à qui profite le crime, l'intervention de Kagame, parce qu'il a échoué pour instrumentaliser les conflits ethniques en République démocratique du Congo, qu'on est en train de massacrer des populations d'origine Tutsi, et ce montage-là ne tient plus.
parce qu'on est en train de démonter ça systématiquement. On démonte aussi les affaires de FEDELER. Le menace de FEDELER n'existe pas. Depuis que les FEDELER sont là, on n'a jamais tiré de drones qui ont atterri dans l'espace du Rwanda. Ça n'existe pas. On n'a jamais vu des FEDELER envahir, comme le voyons, comme l'ADF le fait de l'autre côté. On n'a jamais vécu ça. Donc, je pense que même l'argument de FEDELER ne tombe pas debout. Mais nous le prenons dans un autre argument. Ah, je voudrais... C'est l'histoire, nous devons récupérer notre territoire. Nous devons récupérer notre territoire. Et comment faire pour récupérer notre territoire? Donc il faut monter maintenant un scénario où c'est la RDC qui vient bombarder des trucs denses pour monter la dangerosité de l'attaque de la RDC. Et alors, quand maintenant je me pose la question, à qui profite le crime? Comme l'a dit ma fille, on crée une situation pour culpabiliser l'autre camp et pour s'attirer le faveur des autres. Et maintenant, quand je vois par exemple cette Française qui est morte, Karen Buisset, comment les gens se mobilisent côté de l'AFC M23 pour essayer de faire la récupération politique, moi je me suis dit, et en plus aussi la rapidité. Parce que quand le drone tombe du coup, il faut qu'il y ait des enquêtes, il faut qu'on prenne les débris, qu'on fasse les analyses pour qu'on identifie ça vient d'où. Mais eux, aussitôt que ces drones sont tombés, aussitôt ils avaient déjà annoncé. Ça, c'est déjà cette précipitation-là en matière de criminologie, cette fuite en avant et montre qu'on est peut-être le responsable de ce qui s'est passé et on veut directement créer un buzz sur le plan informationnel pour dire voici on vient de tu es trop rationnel. Tu es trop rationnel. Non mais moi, on va mettre les pieds dans le plat. Les deux frappes, messieurs, regardez quelque chose. Les deux frappes ont eu lieu non loin de la résidence de Mme Olive Lembe, la femme de l'ancien président Joseph Kabila. Eh oui. Pourquoi j'ai insisté tout à l'heure sur le fait que on passe moi, à une nouvelle dimension avec cette frappe de drone sur Goma, parce qu'il faut le dire, c'est le fief de l'état-major de l'AFC-M23. Tout à fait. Donc, est-ce qu'il y avait une volonté, au fond, d'éliminer l'état-major de l'AFC-M23? Parce que moi, je voulais terminer parce que vous m'avez coupé la parole. J'allais venir même sur ça. Et quand nous demandons aussi à qui profitent les crimes, quand je parlais l'espace en disant que nous voulons récupérer notre territoire, quand il veut récupérer son territoire, c'est que signifie que ce territoire-là est rwandais. Et quand il veut récupérer un territoire qui est rwandais, il faut que l'équipe qui doit s'occuper de ce territoire-là soit une équipe rwandaise. Et si nous voyons toutes les rébellions depuis Afdel, qu'est-ce qui s'est passé? On mettait en tête des Congolais, et plus on avançait... Non, mais pour faire ça, avant Mavinga, pour vous, il y a une piste selon laquelle c'est le Rwanda qui était le guide d'une telle opération dans le but d'éliminer ses propres leaders qu'elle a installés aujourd'hui. Parce qu'on a très bien dit qu'il y a une collision entre l'AFC et le Rwanda. Non, c'est pour... Donc, il y a une forme de suicide aussi en interne. Bon, ça, c'est le mais qui profite le crime? À la tête de l'AFC M23, on a mis des Congolais qui sont en fait instrumentalisés. Mais aujourd'hui, comme je dis, il y a une attaque quand même. Des résidences, c'est la résidence quand même de l'ancienne femme, pardon, la femme actuelle de Joseph Kabila. Enfin, ça interroge. Est-ce qu'il y avait une volonté d'éliminer même Joseph Kabila aussi? Aussi, bien sûr. Oui, mais d'après les infos... C'est ça qu'il faut aujourd'hui regarder dans le détail. Raison pour laquelle il faut repartir à la reprise d'Ouvira. Pourquoi je dis cela? À l'époque, j'avais déjà commencé à dire qu'il y avait presque une coopération technique en matière de renseignement militaire et de transmission des données satellitaires hautes par les États-Unis à travers l'accord militaire qui avait été signé. Et lorsque l'Africom est arrivé en puissance en discutant avec les autorités militaires de la RDC, moi, je suis convaincu depuis la reprise d'Ouvira que les États-Unis déjà travaillent dans ce sens-là. Mais n'oublions pas une chose, là, quelle est la doctrine militaire des États-Unis lorsqu'on voit un peu partout là, regardez en Iran? La doctrine militaire du président Donald Trump, de l'administration Trump, c'est la guerre est claire. On coupe la tête, on n'en parle plus. Maduro, ils sont partis, ils l'ont pris, bouffe, on n'en parle plus. C'est ce qu'ils ont tenté en Iran, là, ça s'enlise. Et lorsqu'on a eu Willy Ngoma qui a été exécuté. Sans bavure. Sans bavure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les données satellitaires, les données techniques ont bénéficié des grandes puissances. Si ce n'est pas Israël, ce sont les États-Unis. Mais aujourd'hui, et tu l'as dit si bien,
on a vu une poussée militaire des FARDC depuis pratiquement 2 semaines. Et le narratif de la FC M23 a changé sur le plan militaire. Nous sommes agressés et autres. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que la résolution 2773 est claire. Après l'accord de Doha et l'accord de Washington, la RDC est en droit de récupérer l'intégrité de leur territoire. Donc, moi, je n'exclus pas tout à fait l'idée selon laquelle la RDC, de manière légitime, peut s'attaquer à la tête pensante de la FC M23. Et on nous dit qu'effectivement, Joseph Kabila est à Goma. J'ai suivi Nanga ce matin. Je l'ai suivi ce matin, mais il s'est adressé hier en Lingala. Il a dit ceci. Qu'est-ce qui peut interdire à Joseph Kabila, qui est condamné à mort en RDC, de venir vivre à Goma? Ça veut dire quelque part, il est à Goma. Et on venait même, lui-même il a dit que la fameuse, la villa où la dame est décédée, c'est cette villa que utilisait Félix Tshisekedi lorsqu'il est à Goma. C'est ce que venait de dire Nanga. Dans cet espace résidentiel, la majorité de ceux qui y habitent, ce sont des personnalités politiques ou économiques. Ce serait même la villa d'un grand opérateur qui est à Goma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui peuvent connaître, qui pouvaient connaître celles ou ceux qui habitaient ces villas, c'est soit l'FC M23 ou les FARDC, parce que moi, je me situe dans... Ce qui me préoccupe un peu, on en le disait tout à l'heure, la communication au niveau de la FARDC ou du gouvernement de la RDC. C'est comme si ils sont gênés, ils sont dans l'incapacité de communiquer sur les opérations militaires. Mais vous êtes dans une légitimité. Et là, j'interpelle encore Mouyaya, qui passe son temps à être dans la défensive. Mais tu ne peux pas être dans la défensive. Ils ont mis du temps à réagir. Hein. Et ils ont mis du temps à réagir. Alors que les opérations militaires se passent dans l'Est, ce qui est légitime. Maintenant, s'il y a des dégâts collatéraux, nous sommes dans des hypothèses. S'il y a des dégâts collatéraux, mais bien entendu, la responsabilité, c'est le Rwanda. C'est eux qui occupent le terrain. Les dégâts de la responsabilité, c'est FC M23. C'est eux qui occupent le terrain. Et je termine par une phrase. Vous savez, lorsque ils ont attaqué, permettez-moi, allez-y. Lorsqu'ils ont attaqué Goma, pour prendre la tête de Goma, il y a eu 14 militaires sud-africains qui sont tombés, qui travaillaient pour le système des Nations Unies. 14 militaires sud-africains. Quelle a été la réaction de Paul Kagame? Il a dit ceci. Il a notamment contesté la légitimité et il dit « Si l'Afrique du Sud veut contribuer à faire émerger des solutions pacifiques, c'est une très bonne chose. Mais elle n'a aucune légitimité à se placer en pacificatrice ou en médiatrice dans ce conflit. Si elle veut la confrontation, elle l'aura. Le Rwanda se tient prêt à faire face à toute éventualité. » Vous voyez ce que peut dire Kagame une fois que des soldats qui servent les Nations Unies sont tombés. Le même Kagame, raison pour laquelle il faut attirer l'attention sur la personnalité de Mme Bouissé, c'est ça, qui est décédée. C'est un personnel, elle fait partie du personnel du système des Nations Unies. Et selon mes informations, le 13, elle devait monter en Europe. Parce qu'elle s'occupe, elle dépend de l'UNICEF. Et on connaît tout ce qu'il y a eu comme exaction à travers les enfants et autres dans le territoire occupé par l'FC M23. Mieux, lorsque la dame qui est arrivée premier vol à Goma dernièrement, elle a été scandalisée sur les questions humanitaires, sur les exactions. Est-ce que cette dame-là n'avait pas un rapport? En réalité, c'est une version qui sort en ce moment. Donc, bref, je veux dire par là, c'est là où je tombe sur le deuxième aspect, les zones d'ombre de la scène du crime.
quartier résidentiel, c'est-à-dire habité seulement par des personnalités politiques et autres? Est-ce que c'est une intention de couper la tête de la rébellion? Est-ce que c'est une intention de Paul Kagame d'effacer un certain nombre de personnalités gênantes? Oui. Il ne l'exclut pas. Il ne peut pas l'exclure, avec ce que je viens de lire tout à l'heure. Et la présence plus ou moins confirmée de Joseph Kabila, et ce qui était assez étrange, la façade de la villa qui a été touchée, soi-disant par des drones, mais cette façade-là, moi j'ai été un peu de la force publique, je suis surpris de constater que ce sont des impacts de balles. Là, on peut revoir l'image que vous avez. Des impacts de balles. C'est Donc, le plateau est devenu très criminologue. Donc vous voyez bien que le deuxième aspect, le deuxième aspect sur la scène du crime met en doute sur la réalité des faits que ce drone serait venu de la FARDC. Mais en même temps, je dis, ce n'est que légitime si la FARDC s'attaque à la tête de la rébellion. Nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours où il y a des gens qui ont pris le territoire et ils s'amusent avec en commettant des crimes. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport au deuxième aspect. Lucien, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Prévost, a estimé à la suite de cet incident, qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé. Il a constaté, je cite, une multiplication de ce type d'attaques en violation du cessez-le-feu mené par toutes les parties ces derniers temps. Même réaction aussi du côté de l'Union européenne, où la commissaire en charge de l'aide humanitaire n'a pas manqué de faire part de son indignation. Elle s'était rendue à Goma le mois dernier. L'Union africaine, de ce côté, a appelé une enquête afin d'élucider les circonstances de ces incidents. Alors, réaction face à ces sorties. De la difficulté de l'Union européenne à choisir réellement son camp. C'est-à-dire qu'elle est en situation, l'Union européenne, situation d'attente et d'adoption de méthodes dilatoires. On sait très bien que ça a été effectivement documenté que l'agresseur, c'est bien le Rwanda. On est bien d'accord. Et que l'agressé, c'est la RDC. Bien. Or, depuis Doha, depuis l'accord effectivement de Washington, on a l'impression que l'Union européenne a beaucoup de mal à se situer. Et donc, elle équilibre, l'Union européenne, les deux parties. Or, l'accord de Washington a bien identifié deux parties. Je reviens sur ce qu'a dit tout à l'heure, effectivement, Mafimba. Il dit oui, il y a légitimité à se défendre de la part de la RDC. Bien entendu. Mais là où Kagame est relativement, comment dirais-je, malin, c'est-à-dire qu'il profite de l'imbroglio de la situation. Regardez la situation dans laquelle nous sommes. On se pose des questions. D'où vient l'attaque? Alors, mon ami ici, Armand, dit que globalement, c'est effectivement Kagame, bien entendu. Mon ami ici dit, si c'est la RDC, c'est légitime, mais il va falloir faire des enquêtes. Nous sommes donc dans une situation un peu bizarre. Alors, politiquement, ça sert à qui? Ça sert à M. Tshisekedi. Mais le problème, c'est qu'en termes de communication, ça a été dit ici, il n'arrive pas, en fait, avec les gens qui l'entourent, à communiquer réellement. Parce que, Lucien, sur ce sujet aussi, je reste avec vous. Oui. Enfin, le fait de communiquer assez tardivement peut alimenter aussi les doutes sur malheureusement. Je reviens encore sur mon expression. Est-ce que quelque chose n'a pas marché au fond? Parce qu'on sait très bien que, vous avez parlé d'Ouvira Mondoyen, il y a eu Roubaya ensuite. Oui. Quand c'est la RDC, les frappes de drones de la RDC avec l'appui forcément du renseignement américain et israélien, on sait que c'est très bien millimétré parce que des têtes sont tombées. Mais là, est-ce que c'était une opération des FARDC et que ça a mal tourné, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas bien suivi les renseignements, ou parce que vraiment on reste dans la suspicion. Et je pense que cette suspicion est du fait aussi de cette communication assez tardive de la fois du porte-parole des forces armées, aussi du ministre de la Communication. Bien sûr, mais pourquoi? Parce que pour eux, c'est dommage. Je l'ai toujours dit ici, le président Tshisekedi est tout seul.
Sincèrement, il n'y a pas suffisamment sur le terrain des gens aguerris en termes de communication de crise. Là, nous sommes dans le cas d'une communication de crise. Absolument, Mais absolument. il n'y a rien, on ne sent rien En monter. tout cas, je vous ai lu le communiqué de ce matin qui est sorti. Et oui, et ça, quand vous regardez, effectivement, Magloire a bien fait de poser la question avec son œil, effectivement, très scrutateur, de regarder, si vous regardez l'immeuble, mais l'immeuble, il n'y a que des balles, d'impact de balles. Pourtant, il y a eu des explosions qui ont été entendues. Oui, mais alors... Et on n'a pas l'identité des deux qui sont décédés. On n'a même pas vu les corps. On ne sait pas. Eh oui, il y a un problème. Donc il y a un souci. Oui. Vous savez, Bien sûr. en matière politique criminelle, on sait doubler. On peut doubler, entre guillemets, on peut doubler un assassinat ou un acte Tout à politique criminel. Je veux dire par là, moi j'ai envie d'en finir avec personnalité X. Je sors l'information, où j'ai l'information qu'il y a un premier commando qui va arriver, et moi je passe en deuxième commando pour mettre la cause sur le premier commando. Je ne veux pas faire le parallèle avec ce qui s'est passé chez moi, mais ça arrive. Donc, Comme on dit, un crime parfait. l'AFC M23, avec Paul Kagame, ils savent pertinemment que la nouvelle doctrine aujourd'hui, c'est de couper la tête de toutes les rébellions. Et c'est pour te répondre à ce que tu disais tout à l'heure. Vous savez, Goma, c'est une grande ville avec énormément de population. On ne peut pas tenter une opération de libérer Goma avec une doctrine militaire qui consistera à un affrontement entre deux camps. Il y aura tellement de pertes en vie humaine et tellement de destruction que je pense que les experts militaires qui accompagnent les FARDC ne veulent pas de cela. Même les drones, même aussi, pour moi, c'est très dangereux aussi. C'est très dangereux. Telle opération. Mais par contre, lorsqu'on constate qu'une population dans son ensemble est majoritaire pour qu'on libère Goma et Bukavu, on va procéder à des opérations coup de poing pour éliminer la tête de la rébellion ou la tête des occupants. Je pense que c'est cette doctrine aujourd'hui qui est privilégiée par le commandement militaire de la FARDC. Maintenant, à condition que, bien entendu, la communication suive, la communication financière suive, parce que qu'on le veuille ou pas, il y aura toujours des dégâts collatéraux, malheureusement. Et tu as souligné quelque chose d'intéressant sur l'Union européenne, il faut y revenir. Moi, j'ai été surpris de voir encore Paul Kagame venir s'amuser ici avec les histoires de nucléaire civil. Oui. Bah, non, vrai que- soyons sérieux, soyons sérieux. Au président Emmanuel Macron, l'Afrique centrale, on n'a pas besoin de nucléaire pour civil. Hein. Nous avons Inga qui peut alimenter en électricité toute l'Afrique centrale, sinon au-delà. Et la présence de Paul Kagame, c'est toujours ce côté dilatoire de l'Union européenne. On veut ramener Paul Kagame Eh oui. À la table des rois. à la table du concert des nations, alors que ce monsieur est condamné de partout. Mieux, il y a un deuxième élément, toujours sur les questions avec l'Union européenne. Vous savez que le corps expéditionnaire du Rwanda au Mozambique va être coupé de sa ration financière de l'Union européenne. Et Kagame n'a pas intérêt. Il a déjà des sanctions militaires, il a des sanctions au niveau des visas. Et si l'Union européenne coupe ses rations, enfin ses fonds financiers pour l'aider en Mozambique ou en Centrafrique, il s'écroule. Donc aujourd'hui, si ils mettent sur le dos de Félix Tshisekedi l'assassinat de cette grande dame, Madame Bouissé, mais bien entendu, ça sera que bénéfique diplomatiquement. Raison pour laquelle il faut attirer l'attention du président Emmanuel Macron dans cette duplicité diplomatique, en même temps Il le sait. qui ne règle pas véritablement le problème de la RDC. Non, je voulais seulement dire, parce qu'il faut que nous le soulignions, quand nous faisons des analyses, ce n'est pas déjà un procédé à tout fait, mais nous analysons pour que nous essayons de comprendre. Parce que comme vient le dire Mafimba, moi je me pose la question, dans le schéma premier, comme les Nang et autres avaient dit, qui devait être d'abord tel mois nous serons à Kinshasa, est-ce qu'il ne se pose même plus même la question de savoir
est-ce que ce sera encore possible d'arriver à Kinshasa? Je pense qu'il commence à douter. Quand nous voyons, il commence à douter qu'il ne peut pas arriver à Kinshasa. Et dans cette situation, quelle peut être la position de Kagame pour se dire, bon, écoutez, est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que nous puissions récupérer, rester dans la partie, donc c'est-à-dire une balkanisation de fait. Et quand il y a une balkanisation de fait, parce que Kagame a dit que lui, son rôle, c'est de récupérer son territoire, c'est-à-dire de récupérer le Rwanda. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas arriver à Kinshasa pour changer le régime. Donc il doit garder le côté qu'il a là-bas. Déjà dans cette logique, le fait même d'avoir dit que lui veut récupérer ses territoires, ça signifie que tous les Congolais qui sont dans l'AFC M23, c'est l'analyse, c'est le discours qui nous donne ces éléments-là. Ils doivent se dire qu'ils sont déjà en danger. C'est la raison pour laquelle on s'est dit... En danger. Mais quand il doit récupérer son territoire, c'est le Rwanda. Ce ne sont pas les Congolais qui vont diriger son territoire qui est le Rwanda. Non, hein? Ils sont complices, forcément. Et donc, ils assumeront, leur j'ai pas de grande inquiétude pour eux. Mais Karil, il y a quelque chose aussi dans le communiqué qui me gêne, dans le communiqué du président Macron. J'y reviens. Je voulais seulement terminer, comme ça je vais vous laisser la parole. Oui. Parce que nous avions parlé le problème de la communication de la République démocratique du Congo. Moi, je pense que même il est temps qu'au niveau du gouvernement congolais, qui puisse rédiger un vade-mecum de communication et d'information sur les génocides congolais et le conflit actuel. Il faut qu'il y ait un véritable vade-mecum, un document de travail qui permette à la discussion de il faut éviter de la réaction. Mais qui permet de savoir comment... Un jour après une attaque de ce genre. Regardez la réaction. Je reviens sur le communiqué. D'abord, Aurélien Taché. Aurélien Taché, un député France. Lui, il a été clair. La responsabilité du Rwanda est engagée. Le président Macron doit demander des comptes au Mais il faut impérativement l'enquête est très importante. Le président Macron, il dit, il condamne, oui, très bien. Mais j'aurais aimé qu'ils disent, nous exigeons une enquête indépendante, immédiate. Le corps de la dame doit être autopsié. On pourra savoir les impacts qui l'ont tué et comment. Et ils ont aussi les données satellitaires. La France est quand même un grand pays. Pour essayer comme ça de cerner tout ce qu'il y a eu comme diffusion et la France ne peut pas le faire. La France ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'elle est dans une diplomatie d'équilibre. Mais oui, elle est dans cette diplomatie d'équilibre et dans cette diplomatie d'équilibre, elle refuse, avec l'Union européenne, d'être évincée par les États-Unis. Pourquoi cette situation-là, scandaleuse, existera toujours? Mais parce que les pays européens ont un accès facile alors au coltan, à la cassétérite, effectivement. Alors que si les Américains arrivaient, mettaient leur impérium sur les territoires, eh ben ils en seraient exclus. Voilà aussi une partie de la réalité. Les États-Unis qui ont réagi, voilà aussi une partie de la réalité. Les attaques contre des zones civiles sont inacceptables. Les États-Unis attendent de toutes les parties au conflit qu'elles respectent leurs engagements. Bon. Mais quand même, il faut relativement une enquête. On sait tous que... Bien sûr, c'est pas possible. Une chose est sûre, c'est que, sur le plan diplomatique, il n'y a pas une accusation, comme voulait Paul Kagame et la FCM23, une condamnation directe, une responsabilité directe de la RDC. De ce côté, ils ont échoué. Mais, en même temps, du côté de la RDC, non seulement... ils n'accompagnent pas la montée en puissance militaire. Et, oui, bien, Karil, à l'époque, on parlait de quoi? De repli. Oui. Mais donc, il n'y a plus de repli. Ils doivent communiquer pour expliquer que nous sommes dans l'offensive. C'est nous qui avons la main. Deux, lorsqu'il y a une activité militaire qui se passe, il faut prendre de l'avance pour... s'il y a une responsabilité, comme c'est ce qui s'est passé avec ces dégâts collatéraux, ben, la responsabilité... c'est celle du pays qui occupe l'autre, qui a agressé l'autre. Mais ils ne disent pas assez. Et c'est ça qui est terrible. Selon Jeune Afrique, un important dispositif avait été déployé au sein de la résidence d'Olive Lembe la veille de l'attaque. Il y a un problème. Il y a un souci. Il y a quelque chose qui ne va pas. Sincèrement, il y a quelque chose qui ne va pas. La théorie du double complot, pour moi,
est clair, Eh oui, c'est-à-dire la RDC qui est dans une offensive légitime militaire de récupérer les territoires et les renseignements rwandais qui veulent régler des comptes à un certain nombre d'acteurs politiques étrangers, notamment les employés de la communauté internationale et autres, et surtout ceux aussi qui sont proches de FTM 23 mais qui ont commencé à avoir des divergences. Le double complot, à cela il faut ajouter leur objectif de revenir sur la table du concert des nations en se drapant de la posture de la victime. Oui, c'est toujours la diplomatie de la victimisation. Et si ce n'est pas équilibré par une communication assez intelligente du gouvernement de la RDC, ça sera assez difficile. Et le silence aussi de l'Union africaine me trouble. Ah, mais s'ils appellent à des enquêtes. Les enquêtes. Mais est-ce que l'Union africaine a les moyens de sa politique? Il faut être sérieux. Elle est en situation en fait, de déclaration permanente, mais elle sait très bien qu'elle ne peut rien faire. Ni les moyens satellitaires, ni les moyens militaires, ni les moyens politiques. On attend tout des États-Unis, on est d'accord là-dessus. Mais il y a des gens qui ont demandé à la MONUSCO de sécuriser les débris des drones qui ont attaqué pour qu'on puisse analyser, pour voir. Moi, je pense qu'une chose est certaine, c'est que le message est passé. Nous adressons nos condoléances. Et beaucoup bien en Amérique, à la tête de la MONUSCO. Mais c'est un ressortissant, c'est une ressortissante française. Et moi, ça me fait penser à ce qui s'est passé avec une magistrate française à Djibouti, tuée. Et malheureusement, c'est ce qu'on appelle deux fois la raison d'État qui prend le dessus sur les questions géopolitiques et géostratégiques. Oui. J'espère que cette pauvre dame ne va pas subir ce que c'est que la raison d'État. On ferme les yeux sur les responsabilités réelles de l'assassinat de cette dame. Parce que c'est un assassinat. Lorsqu'on assassine un personnel des Nations Unies, c'est, je crois, traité de Rome et autres, c'est des crimes contre l'humanité. Et Paul Kagame, c'est un habitué des crimes contre l'humanité. Je venais de citer tout à l'heure les 14 militaires sud-africains, et il y a une litanie comme ça du personnel humanitaire qui a été tué à l'est de la RDC, sans pourtant que la fameuse communauté internationale prenne ses responsabilités pour mettre à l'index cet homme. Terminons, monsieur, avec ce sujet, cette accusation de Human Rights Watch qui dénonce, je cite à Kinshasa, une vague de disparitions. Selon Human Rights Watch, qui a documenté 17 cas de personnes victimes de disparitions forcées ou portées disparues au cours de l'année dernière. Bon nombre de ces personnes disparues, selon eux, sont souvent en détention dans des locaux du Conseil national de cyberdéfense, le CNC. Donc, déjà, il y a deux points que je voulais qu'on puisse analyser. Un, ce rapport. Et puis, encore une fois de plus, ce Conseil national de cyberdéfense qui revient au cœur du débat, concrètement. Alors, la documentation de Human Rights Watch, effectivement, est-elle plausible, est-elle acceptable? Sur quels critères statistiques, sur quelle enquête se base-t-elle cette organisation pour avancer de telles choses? Alors, est-ce que c'est une perception, un sentiment, bien entendu? Je crois qu'ils ont eu des échanges. Oui, est-ce que c'est un sentiment, une perception, ou bien des faits qui sont absolument documentés? Si les faits sont documentés, il faudrait qu'ils nous disent concrètement qui sont ces personnes-là, qui ont été enlevées, pourquoi, dans quel cadre, etc. C'est peut-être trop demandé, mais on sait aussi le rôle que joue ce type d'organisation, surtout en Afrique, pour accuser les responsables africains, les responsables politiques, de ce que j'appellerais de leur absence de respect des modèles démocratiques. Bon, très bien. On parle quand même de disparition forte. Oui, mais d'accord, disparition. Alors, ces personnes ont disparu, sont-elles... elles ont disparu. Alors, je vais bien préciser. On dit bon nombre de ces personnes disparues ont été retrouvées souvent des mois plus tard en détention dans les locaux du Conseil national de cyberdéfense qui les a arbitrairement arrêtés et détenus en parallèle de la police nationale congolaise et de la garde républicaine du président. Voilà, alors, donc, ça veut dire que s'ils sont retenus, je pense que s'ils sont retenus, le président est forcément au courant. Oui, mais parce que ça dépend de la présidence de la République. Oui, donc c'est documenté. Donc il ne faut pas qu'on nous raconte n'importe quoi aussi. Je pense que ce problème du Conseil national de cyberdéfense
appelle quand même une certaine réflexion sur leurs activités, parce qu'au départ, c'est le cyber-renseignement, le renseignement en matière de défense, sur le plan donc, de sécurité de l'État. Mais maintenant, là où se pose le problème sur le plan juridique, est-ce qu'ils ont la police de détention et de jugement de gens, ou ils sont tout simplement pour avoir les informations sur le plan de cyberdéfense et cyber-renseignement, avoir toutes les informations, et quand ils ont toutes les informations, les mettre à la disposition du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Intérieur qui s'occupe de la sécurité, et aussi du ministère de la Justice. Ça, c'est un premier élément. Parce que émanant directement la présidence de la République, donc, s'il y a des erreurs, des fautes qui sont commises par le CNC, automatiquement, ça va émaner de l'autorité. Selon le patron, le directeur pour l'Afrique centrale de Human Rights Watch, il affirme qu'au cours de l'année passée, les forces de sécurité congolaises ont secrètement arrêté, détenu des personnes pour des motifs, ce sont ces mots, fallacieux au cœur de la capitale. Dans la plupart des cas, il semblerait que les arrestations soient motivées par des considérations politiques ou concernent des personnes soupçonnées de soutenir le groupe armé, le M23 en substance là. Oui, donc parmi ces gens-là, je pense qu'il y a aussi ces gens les gens du PPRD, les Chadari, les Minakou. Il y a aussi certains leaders de l'opinion publique, quand ils prennent des positions qui mettent à mal les autorités. Mais moi, je pense que ces conseils dans cette cyberdéfense, avec les interpellations et les détentions, je ne pense pas que ce soit leur objet de départ. Mais est-ce que le président va faire ça? Pas l'objet Parce que de départ. là, il parle de vague de disparition forcée. Donc ça fait quand même peur. On a l'impression que le régime aujourd'hui veut instaurer un climat de terreur et museler toutes les voix dissonantes. Ah, mais c'est là le danger, parce que quand on veut... Mais vous, est-ce que vous partagez ce constat? En substance, et c'est le reproche qu'il fait à M. Tshisekedi. Voilà, non, le constat, le nombre, je ne suis pas, on n'a pas toute la documentation, mais les conseils réels, parce que généralement, les gens disparaissent et on les retrouve après. C'est le cas, par exemple, aussi de l'autre, le philosophe Camizelo. C'est un communicateur qui communiquait pour le PPRD, qui est un philosophe qui communiquait. On l'a arrêté au niveau de l'université pédagogique nationale. Vous parlez d'arrêter, eux ils parlent de disparition. Non, mais non, d'abord c'était la disparition. C'est-à-dire qu'on le prend quelque part. Et Lucien le disait, enfin, pour moi, si vous n'avez pas d'informations, rendez-vous, vous demandez des informations, il ne faut pas confondre beaucoup de choses. Il n'y a pas des personnes qui sont supposées d'être des soutiens de la SM23. Bon, c'est-à-dire quand on les arrête, c'est-à-dire peut-être qu'il fallait dire qu'il y a un moment, c'est-à-dire vous voulez dire qu'il y a un moment où on n'a pas les informations sur les détentions de ces gens-là, et après... J'aimerais bien qu'on demande à M. Trump comment ça se passe à Guantanamo, ou comment... Je m'inscris à ce que... quand on arrête, il y a un temps... Quand tu me compares avec les Camisello, là, tu prends les choses vraiment pas au sérieux. Non, je donne un exemple. Ouais. Ce qu'il dit là, c'est une problématique très intéressante. Non. Le rôle des ONG dans les conflits en Afrique. On a dit bien Human Rights Watch Afrique centrale. Je n'ai pas vu le rapport de cette organisation à Brazzaville lorsqu'on tuait les Koulouna. Ben oui, bien sûr. Il n'y a pas plus grave que ce que nous avons vécu à Brazzaville. Deuxième chose, moi j'aime parler de manière factuelle. Souvent on ne parle pas des gens. Les chiffres clés, une CEF que j'ai retrouvé. 21 millions de personnes ont besoin d'aide à l'est de la RDC. 4 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. 1 million d'enfants n'ont plus accès à l'éducation. Entre 2023 et 2024, le recrutement d'enfants soldats a augmenté de 60%. Je termine avec les chiffres pour revenir sur la question. En février 2025, 70 personnes enlevées et décapitées dans une église à Lubero. En 2025, dans une phase plus intense de conflit, un enfant a été victime de viol toutes les 30 minutes. On comptabilise 35 000 cas de violences sexuelles en 2025. Donc voilà la RDC, un pays en guerre. Et cette fameuse... Je ne suis pas en train de contester les ONG, ils font leur travail. Mais entre ce qu'ils disent deux fois et la réalité du terrain, parce que ce qui se passe en RDC depuis 30 ans, on devait avoir
des chaînes d'information européennes et mondiales faire un focus chaque matin, comme on le voit en Iran, là. Comme on le voit comment on appelle, en Russie et en Ukraine. Et on ne remerciera jamais assez qu'on revienne ici chaque matin pour mettre le focus sur ce qui se passe en RDC. Et donc, lorsqu'ils vous parlent de 13 cas de personnes soi-disant disparues, mais ils oublient que ce pays il est en guerre. Ce pays est en guerre. Et la légitimité de mettre en place une cellule ou un service, comment on appelle ça, le service de renseignement. Mais c'est tout à fait légitime. Mais ce n'est pas sur ce plateau qu'on était souvent surpris des replis. Pourquoi? Parce que l'armée a été infiltrée de bout en bout. Oui. Le chef d'état-major, en complicité avec l'agresseur. Le patron, le chef d'état-major particulier du chef de l'État, en prison, en complicité avec l'agresseur. Le patron, en complicité avec l'agresseur. Et donc, s'ils mettent en place un tel service, pour eux, quasiment, parce que le pays est en guerre, surveillé, parce que la menace est à Kinshasa, et il y a une ONG qui se réveille un matin avec une documentation à l'emporte-pièce, des gens disparaissent. Mais si les gens disparaissent, c'est pour des mesures d'enquête. Même ici, et d'ailleurs, Maître Touéré avait raison. S'il y avait un parquet de lutte contre les rébellions, mais ce service-là serait, bien entendu, couvert sur le plan juridique. Sur le plan juridique, pourquoi? Lorsque la DGSI, là, ici c'est en France la DGSI, je pense, débarque chez vous le matin pour vous prendre, ils n'ont pas besoin de demander à une ONG. Hein. Nous avons des informations, on vient vérifier, on vous prend. Aujourd'hui, Chadari et l'autre sont... Mais c'est tout à fait normal, parce que le pays est en guerre. Donc, pour me résumer, et ça, c'est toujours le manque de communication. Une communication doit être interactive et réactive. Une ONG sort un document comme ça, un tel rapport, le gouvernement doit communiquer pour expliquer et montrer la légitimité de ce service. Sinon, on va comparer ce service à n'importe quel service qui est en train de faire tout et n'importe quoi. Le lien est quand même fort. Hein. Mais bien entendu. On dit non, ils ne sont pas la police, c'est la garde du président. Magloire. On laisse prospérer des discours. Mais oui, le problème est le suivant. Est-ce que... On parle tous ici de communication de crise. Est-ce qu'il y a des gens autour du président, autour de la présidence, capables de mener ce type d'activité? C'est incroyable. Mais c'est ça le problème. Il est là. Il y a un problème de compétence. Il y a un problème de... Il faut le dire. Et ce problème de compétence, il peut être réglé, mais voilà le problème, c'est que le président de la République a plusieurs dossiers en tête, il est tout seul. L'impression vraiment, vue de l'extérieur, c'est que le président de la République fixe le cap, il est en même temps celui qui fixe la vision et qui est en même temps sur le terrain. C'est pas possible. Parce que ce document-là, une fois que le rapport sorti, on devait discuter avec le rapport de l'ONG et la réaction du gouvernement. Mais oui. Comme la réaction donc, pas les deux arguments qui ne dit mon consent. On va regarder les on n'a pas l'argument du gouvernement. On ne récuse pas l'importance du Conseil national de défense, cybersécurité. Je pense que c'est une institution importante. Mais comme on le sait toujours, il faut toujours vérifier pour qu'il n'y ait pas de dérives humaines. Et puis, les dérives humaines qui ne sont pas la volonté ou du chef. Le conflit en RDC, ça n'intéresse personne. Pourquoi? Voilà. Conflit des Noirs. Ça, il faut le dire, malheureusement. Non, il faut le dire. Il faut le dire. Conflit noir. Non, mais c'est tout à fait d'accord. Bien sûr. Quand l'ONG fait son rapport, il faut que le gouvernement réagisse. Naturellement, ne réagisse pas. Il faut le dire. Au-delà de la question de la réaction, on le disait très bien, la question de la DGSI, est-ce que nous sommes au courant des opérations menées par la DGSI? Non, on est au courant. Donc, c'est pas d'un organe de renseignement. Bon, c'est vraiment dommage. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Moustapha Kanté à la réalisation. De toute façon, c'est toujours aux Congolais. Il faut toujours que le travail se fasse correctement pour la sécurité de tous. Hein. C'est le souhait de nous tous. Nous soutiendrons la RDC toujours dans ce combat. Bonne soirée.